Docteur Salengro, peut-être. Oui, merci, bonjour à tous. Et merci de nous demander notre vision des choses. Vous parliez de l'accord national sur le stress, en particulier, qui a repris l'accord européen de 2004, qui a été signé en 2008. Accord remarquable, bien construit, qui a été signé par l'ensemble des partenaires, ce qui est exceptionnel, salariés et patronaux, qui a ensuite été étendu au niveau national et qui se traduit dans les entreprises par un calme plat, pour ne pas dire une méconnaissance, une inexistence, alors que c'est à force de loi. Rien ne se fait, peut-être quelques cas ici ou là, etc. Mais nous, l'écho qu'on en a au travers le double réseau confédéral et le réseau professionnel des médecins du travail, il ne se passe rien, ça s'aggrave. C'est la réalité. Alors, quel impact l'éventualité d'une maladie professionnelle? L'impact, il est que ça parle à l'entreprise. Pourquoi ça parle à l'entreprise? Parce que l'entreprise n'a qu'un langage, c'est le langage économique. Le reste, la main sur le cœur, etc., c'est pour les gazettes, mais ça ne change rien. Tant qu'on ne parle pas le langage économique, et il n'y a que la maladie professionnelle qui permet de parler le langage économique. D'autant plus que les employeurs ont une immunité civile du fait de l'existence du régime AT-MP qui a été créé pour ça, au départ. Donc, on a une espèce de blocage du système, d'enfermement, de thermomètre cassé, du fait de cette situation. Or, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas reconnu. Le problème aussi, c'est qu'on parle de C2RMP, c'est-à-dire le système de reconnaissance. On a l'impression que c'est une solution de sortie. Or, je vous invite à suivre un dossier en C2RMP. C'est la croix et la bannière. Parce que dans le C2RMP, vous avez la logique du droit civil. C'est-à-dire qu'il faut faire la démonstration du lien de cause à effet. Mais c'est la catastrophe. Les gens, s'ils ne sont pas dépressifs, ils le deviennent, tellement c'est énorme. Il faut chercher des témoignages, il faut pleurer ici, pleurer là, etc. Ça dure des années, ils s'épuisent. Un tableau, il y a une présomption d'imputabilité. On est dans la logique AT-MP du départ. Et la logique de AT-MP du départ, c'est immunité civile du fait de la présomption d'imputabilité en rapport du lien de subordination, qui est le statut salarié. Et en contrepartie, il y a une indemnisation automatique, immédiate, très limitée. Ce qui fait que pour les cadres, c'est pas tentant. Moi, je conseille souvent aux cadres qui ont un accident de voiture de ne pas déclarer un accident de travail. Ils ont 3 à 4 fois plus, par leur assurance personnelle. Tellement l'indemnisation en AT-MP n'est pas du tout le mat de cocagne. Mais l'intérêt de l'indemnisation en AT-MP, c'est qu'elle motive économiquement l'entreprise. Alors on se dit, mais ça va augmenter les charges de l'entreprise. Mais c'est pas vrai. Parce que les coûts, infarctus, accident vasculaire, toutes les problématiques secondaires au burn-out, c'est déjà payé par le régime maladie. Donc alors c'est vrai que ça passe sur les cotisations maladie ou cotisations AT, et théoriquement c'est différent, mais pour la feuille de paye au niveau de l'employeur, il paye quand même. Donc on est dans un système où on s'interdit une prévention, parce qu'on n'en fait pas la motivation économique du régime maladie, de passer dans un régime où on se permet une prévention. C'est quand même plus logique. Et comment refuser cette notion de maladie professionnelle alors qu'on a fait un accord sur le stress, un accord sur la violence, un accord sur la QET, où tout le monde a reconnu que c'est logique, que c'est en rapport avec les conditions de travail, que c'est en rapport avec l'organisation du travail. Alors on dit oui d'un côté, puis de l'autre côté, non. Enfin, alors on dit aussi ça n'existe pas dans les autres pays. Mais c'est faux. Lisez l'arrêté royal de 2004 et de 2012 en Belgique. Le burn-out est explicitement cité. Vous avez dit, il a été dit de Danemark, mais en Belgique, ça existe. Alors on dit que ça n'existe pas. Au Japon, le karoshi qui est très cousin, j'ai pas dit pareil. Bon, mais c'est indemnisé. Aux USA, c'est pas une notion de tableau, c'est le juge qui décide. Et c'est une des premières causes, la problématique des risques psychosociaux, d'indemnisation aux USA. C'est le BIT qui parle, c'est pas moi. Et historiquement, on dit, ah oui, mais c'est récent. J'ai repris les archives des maladies professionnelles. La première fois qu'on en parle, c'est le professeur Ray, au congrès de Rouen, en 1990. Prenez le moteur de recherche des archives des maladies professionnelles,
vous avez votre mot de passe, vous vous faites burn-out, vous avez 15 pages. Il y a une table ronde au Sénat où des collègues à moi ont siégé et m'ont rapporté le compte-rendu en 1991. Un psychiatre qui a expliqué la problématique brûlante de la topologie du burn-out. Donc c'est pas récent, hein, cette histoire. En France, on a l'impression que c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça passe autour des frontières. Docteur. C'est que ça existe, et la définition, je suis désolé, elle est claire. Alors c'est vrai, je l'explique. Alors c'est un peu la définition, c'est comme le marquise d'amour mourir, vos yeux bouffants, vos yeux d'amour mourir. Mais si on reprend l'ensemble, on parle toujours du même triptyque de massage, c'est-à-dire l'épuisement professionnel, alors qui s'exprime suivant un tas de symptômes et d'attitudes, qui génère une attitude de retrait du fait, donc la dépersonnalisation, le cynisme, etc., et qui génère de fait un autodiagnostic de non-réussite, de non-accomplissement professionnel. C'est le trépied qu'on retrouve dans chaque théorie. Alors, il y a beaucoup de théories, parce qu'en médecine, vous savez, on aime bien mettre son nom, on met son... Mais au bout du bout... Il y a des nosographies... Alors, excusez-moi, des troubles... l'Aigeron et l'Assemblée et l'Académie de médecine, c'est des psychiatres. Or, un burn-out ne va pas voir le psychiatre. Ne va voir le psychiatre que celui qui se sent très malade et qui va voir le psychiatre. Or, un burn-outé, c'est quelqu'un de très engagé, qui est normal, qui joue son boulot et qui est épuisé du fait de son travail parce qu'il s'est fait prendre dans une nasse. Mais il ne se sent pas psychotique, il ne se sent pas névrotique. Et les psychiatres, quand ils parlent du burn-out, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et ce qui est choquant, c'est que l'Académie avait fait ça sans aucun médecin du travail. Ça vaut rien, leur truc. Enfin, les névroses ne sont pas dans les nosographies du DSM. Hein. Ouais, on est bien d'accord. Donc, comme quoi, c'est plus compliqué. Donc, ils peuvent pas être... On ne peut pas attendre qu'ils soient névrotiques, comme vous le dites. Mais non, mais il le faut problème de fond, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur le DSM-5. Il y a une clarification à avoir là-dessus. C'est-à-dire que moi, je vous entends et vous dites, au fond, comme le professeur L'Aigeron, en disant la difficulté de clarification aujourd'hui n'est pas une excuse au manque de reconnaissance. Donc il y a quand même un sujet sur lequel il faut avancer pour inscrire dans la loi... Mais le syndrome est clair. Et le syndrome, dire qu'on n'a pas de syndrome dans le tableau des maladies professionnelles, c'est n'avoir pas lu les tableaux de maladies professionnelles. Comme disait le docteur Carrier, il y a le sulfocarbonisme, le bromure de méthyle et la brucellose qui en parlent d'un syndrome dépressif. Et je crois que dans la brucellose, c'est une dépression. Hein, ah oui. Bon, donc, il ne faut pas dire que ça n'existe pas dans les tableaux. Ça existe déjà. C'est simplement une volonté politique de ne pas mettre le doigt dans un système qui impacterait le management français. Parce qu'il faut regarder les analyses du management, Philippe. Lisez Thomas Philippon, Capitalisme d'héritier. Lisez Vinette Nayar, les employés d'abord, les consommateurs ensuite. Lisez Yann Cahuc, professeur HEC, Polytechnique, etc. Qu'est-ce qu'ils ont démontré ? Que là, en France, le management de type français génère un taux de confiance qui classe la France le dernier pays européen. Moi, j'ai été, quand il y a eu une délégation organisée par le ministère du Travail au Danemark pour préparer la négociation sur la qualité de vie au travail. On était tous les 5, je ne sais plus qui était, je ne sais plus qui était. Bon. On a entendu des gens, des délégués des DRH, on se disait, mais ce n'est pas des discours qu'on peut entendre en France, tellement il y avait de la confiance. Oui. Tu es d'accord ? D'ailleurs, je croyais même que c'était le patron. Moi aussi, je pensais que le syndicaliste était le DRH et vice-versa. On était étonnés, On a une telle culture de l'opposition en France, qui génère d'ailleurs des oppositions outrancières qui se justifient l'une l'autre entre le MEDEF et les organisations révolutionnaires, on est dans l'aberration. Mais le problème, le diagnostic, la spécificité du syndrome du burn-out d'une forme clinique du stress, elle existe et elle est incontournable. Alors, on veut ou on ne veut pas la reconnaître politiquement, on habille ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas justifier ça médicalement, on ne peut pas justifier ça épidémiologiquement. Nous avons fait à la CFE-CGC une série de sondages. Alors, vous allez dire, vous avez bricolé. Non, on les a fait faire. Par le CSA, par OpinionWay, etc.
On voit des taux de charge de travail excessive, de manque de temps, de perte de sens sur des cadres. Hein, sur des cadres. L'anomie, vous savez, l'anomie de Durkheim, etc., qui touche près de la moitié des cadres. Oui, bien sûr. Or, c'est des facteurs qui font le terrain du burn-out. Moi, les chiffres de technologie m'impressionnent, mais ils ne me choquent pas. Alors, il faut affiner peut-être, d'accord, mais on ne peut pas repousser comme ça d'année en année des choses qui sont bien établies depuis... alors, je ne vais pas dire depuis 1974 de Freudenberger ou de Maslach, mais quand vous voyez le rapport du Sénat en 91 ou le congrès de santé au travail de 90, on se dit quand même, on pourrait sortir un petit peu du cercle d'initiés pour que ça soit, que c'est une traduction et que ça permette une prévention. Parce que l'intérêt de la reconnaissance en maladie professionnelle, c'est que ça permet une prévention. Le C2RMP, c'est tellement lourd, tellement long qu'il y en aura quelques-uns qui en bénéficieront, ceux qui survivront à la longueur de la procédure, mais ça ne permettra pas de prévention, tellement ça sera un petit filet d'eau. Le problème de fond, c'est une incitation financière à un autre management. C'est pour ça que je citais tout à l'heure la question du harcèlement moral de 2002, puisque c'est à partir du moment où la notion est entrée dans le droit et qu'elle est devenue punissable. Bien sûr. Que, évidemment, alors avec une évolution, évidemment, depuis. On a bien vu que les inspecteurs du travail chassaient les harceleurs et après on s'est tourné vers ce qu'on a appelé le harcèlement de gestion de plus en plus. Enfin, en tout cas, c'est les tribunaux qui l'ont fait. Alors, ça a donné lieu à des mesures dans les entreprises pour éviter effectivement des situations qui seraient financièrement et juridiquement difficiles pour elles. Donc, tant qu'il y a de l'enjeu, s'il y a de l'enjeu, ça bouge. Si on ne se donne pas de l'enjeu, ça ne bouge pas. Une autre spécificité que je veux souligner, une spécificité du médecin par rapport au psychiatre, vous avez compris, du médecin du travail, mais aussi une spécificité de l'encadrement. On ne devient pas encadrement par héritage. On ne devient pas médecin ou cadre par héritage. Il faut se lever le tronc pour réussir des études, tenir le coup, aller jusqu'au bout, puis trouver un boulot et, une fois qu'on a le boulot, justifier sa position, etc. C'est un engagement très fort qu'on rencontre facilement dans notre population de l'encadrement. Et c'est pas par hasard si chaque fois qu'on a fait des enquêtes dans notre population, ça a répondu très fort. Alors en plus de ça, on pourrait dire que c'est l'encadrement seulement. Le management actuellement pousse l'ensemble des salariés à avoir ce même engagement. De plus en plus, vous avez une gestion des personnes qui pousse à l'engagement à se surpasser, etc. Mais l'élastique, il a des limites. Et là, vous vous permettez de mettre une borne, pas du fait que vous représentez le bien commun, à ce que l'élastique, on ne puisse pas tirer au-delà de certaines normes. La reconnaissance en maladie professionnelle permet d'introduire la maladie dans la logique économique de l'entreprise.